J'appelle sur scène Dominique Alba, directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme, La Pure, François Desgardins, secrétaire général de Next City Solutions Entreprises, Sabine Desnaud. Alors on peut les applaudir. D'abord, ça va nous mettre en forme, puis allez, ça veut pas dire ça va nous réchauffer, parce que c'est encore un peu l'été. Jean-Baptiste est avec nous, vous ne bougez surtout pas. Sherazade Deniard, directrice territoire Normandie EDF, Khaled Al-Mezaïen, le président d'Innovaya, Jean-Baptiste Ray, directeur général adjoint, EPA Marne, EPA France. Voilà, j'en profite également le temps que nos invités s'installent pour remercier quelques-uns des partenaires. D'abord, je remercie à nouveau moi aussi Béné, ainsi que ABB, NG Solutions et Equance qui interviendront également pendant ces journées de travaux. Emmanuel, c'est parti, installez-vous, c'est parti, le micro est à vous. Je vais me mettre là, alors. Allez. Ouais, on peut faire. Allez, c'est parti, Emmanuel. On se retrouve dans quelques minutes. Bien, alors j'excuse d'abord Dominique Alba qui a fait du vélo ce week-end et est tombée. Et donc, elle s'est excusée elle s'est cassée les côtes et elle peut vraiment pas venir. Je remercie par contre Jean-Baptiste qui lui est tombé aussi en vélo, décidément, mais qui a fait le chemin. Merci. Bien, nous voyons qu'effectivement on a des enjeux forts. Et aujourd'hui, il apparaît clairement que les villes doivent se réinventer à plus ou moins courte échéance et repenser leur urbanisme. Et je pense que, comme je le disais, ça représente un défi considérable qui n'est certes pas simple à mettre en œuvre, car il concerne aussi bien les bâtiments, la mobilité, les réseaux, les espaces publics, voire même la gouvernance. Nous voyons que de tout temps, les villes ont été le reflet d'une société. À ce propos, je m'adresse à notre autre, monsieur le premier maire adjoint, Jean-Baptiste Gastine. La ville du Havre a été partiellement détruite au cours de la Deuxième Guerre mondiale et a de fait une architecture et un urbanisme spécifique, propre à cette période post-guerre Imaginons que cette reconstruction ait lieu aujourd'hui. Pensez-vous que vous auriez un plan d'urbanisme similaire et sinon, comment justement voyez-vous le plan de renouvellement urbain de la ville du Havre face aux enjeux actuels et à quelle échéance? Bon, d'abord, on va éviter de reproduire ce qui s'est passé en 1944, parce que je crois que c'est souhaitable pour personne. Moi, j'y étais pas, mais je crois que c'était quand même assez terrible. La ville a été partiellement détruite, elle a été, en fait, dans son cœur, totalement détruite. Et je pense que c'est une expérience, je crois qu'il ne faut souhaiter à personne. Mais le Havre s'est réinventé, et en fait, elle l'a fait plusieurs fois. J'ai dit tout à l'heure que c'était une ville assez jeune. En France, même en Europe, 500 ans, c'est très jeune pour une ville. Et elle a dû pourtant se réinventer plusieurs fois. La première, elle est conçue comme une forteresse. Elle est conçue comme une ville frontière. Il faut empêcher les Anglais de revenir en France. Et donc, c'est une ville forteresse, avec une garnison, avec une citadelle, avec des remparts. Et cette fonction-là, elle n'a plus de sens après les guerres napoléoniennes. Et à ce moment-là, le Havre se réinvente complètement, puisque la priorité n'est plus la sécurité du royaume, la sûreté de la ville et la sécurité du royaume, c'est le commerce. Le commerce et l'industrie. Et donc, c'est plus du tout la même fonction, c'est plus du tout la même organisation. Avant, c'était plutôt soyons étroits, contrôlons tout, empêchons toute construction au-delà des murailles, et donc voilà. Et la part la plus importante est celle à l'armée et à la marine. Et au XIXe siècle, le Havre explose. C'est la deuxième révolution urbaine dont parlait Emmanuel François tout à l'heure, donc c'est le XIXe siècle, mais le Havre est la ville de France au XIXe siècle qui croît le plus vite. C'est une explosion urbaine, il y en a quelques-unes comme ça, des villes industrielles, mais on passe de 17 000 à 120 000 habitants en l'espace de 100 ans. Et vous imaginez voilà. Et le Havre se réinvente à ce moment-là. Elle le fait avec des ingénieurs, comme Lamandé, par exemple, qui a imaginé ça au moment de la Révolution française. Et c'est un changement très spectaculaire.
Et puis alors la deuxième réinvention du Havre, vous l'avez évoqué, c'est après la table rase. La table rase de 1944, c'est quelque chose d'effrayant. Si certains sont arrivés à la gare ce matin, entre la gare et la mer, il n'y a plus rien. Et donc on voit la mer. Il y a pourtant 1,5 km, on voit la mer de la gare. C'est quelque chose d'effrayant et en même temps, peut-être, c'est curieux de dire ça, mais avec le recul et avec mon âge, je peux me le permettre, peut-être une chance, peut-être. Parce que un architecte, un collectif d'architectes plus exactement, mais conduit par Auguste Perret, a pu penser, imaginer, concevoir une ville, un centre-ville, sur un périmètre aussi vaste, en ayant finalement une table rase pour dessiner. C'est probablement assez rare, ce genre de truc. Et il l'a fait, aujourd'hui on se rend compte qu'il a plutôt pas mal réussi. Ça a été difficile, ça a été long. Les Havrais ont eu beaucoup de mal à s'approprier cette ville nouvelle, qui était presque surdimensionnée pour eux, très nue, avec voilà, rien pour l'orner, juste des bâtiments, parce que la priorité c'était d'abord de reloger des gens. Et aujourd'hui on se rend compte que cette ville a beaucoup d'avantages. Elle n'a pas que des avantages s'agissant des sujets et des défis qu'il y a à relever, mais elle a beaucoup d'avantages, c'est qu'elle est très spacieuse. Il y a beaucoup d'espace. Il y a des grandes places, il y a des grandes artères. Il a vu les choses en grand. Alors, autant on a eu du mal à occuper cet espace pendant très longtemps, mais aujourd'hui, ça facilite énormément la circulation, le stationnement. Le centre-ville, le cœur de métropole. Si vous ajoutez à ça le fait qu'on est une ville portuaire et que les ports ont beaucoup changé en l'espace de quelques décennies et ils se sont éloignés de la ville. Et donc ils ont libéré des espaces formidables en plein cœur de... Là, vous êtes sur un ancien territoire portuaire. Ce centre des congrès, il est aménagé dans des docks. Avant, on y stockait du coton, du café. Et le port est parti. Vous avez un bassin devant, il n'y a plus de bateaux. Et vous avez comme ça, en plein cœur de métropole, de gigantesques espaces, très agréables, parce que des bassins, de l'eau, de la lumière, et des entrepôts, des terre-pleins très, très vastes, que le port continue à libérer progressivement, parce que l'évolution de ses activités fait qu'il a intérêt à avoir des espaces encore plus grands. Alors ça pose d'autres questions, mais plutôt au sud de l'estuaire de la Seine. Merci. Donc on voit qu'effectivement c'est possible de reconstruire une ville. C'est plus difficile quand même de la reconstruire quand elle existe. Alors justement, je m'adresse à Jean-Baptiste Ray. L'Épar-Marne est une structure publique d'aménagement qui intervient depuis les années 70 sur un territoire qui s'est développé en extension urbaine. Et vous devez aujourd'hui appréhender les enjeux du recyclage urbain et de la sobriété foncière. En quoi ces enjeux font évoluer vos modes d'intervention et comment le numérique vous aide dans ces évolutions? Oui, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors effectivement, Marne-la-Vallée est un territoire qui, dans les années 70, était composé de 55 000 habitants et qui, en 40 ans, est devenu un territoire de 320 000 habitants avec 160 000 emplois créés et qui est un territoire qui continue à se développer avec 4 000 nouveaux habitants par an et 2 000 emplois créés nouveaux par an, avec bien évidemment des effets leviers très importants comme Disney sur le cluster tourisme, avec le cluster Descartes en recherche et développement sur la ville durable. Donc on a vraiment quelques enjeux tant économiques que sur la partie parcours résidentiel. Et effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans une période extrêmement stratégique pour nous, où finalement l'ère de l'extension urbaine est désormais révolue. Les élus ne souhaitent plus construire la ville par consommation de terre pleine, entre guillemets, si je fais un résumé très grossier. Et on a en plus un contexte social qui s'est fortement tendu, tant via des associations environnementales, mais aussi par l'action via le numérique des citoyens qui ont une énorme capacité aujourd'hui à venir
contrer un projet, même s'il est souhaité politiquement par les collectivités. Et donc on est, nous, du coup, une interface entre le citoyen, la collectivité, la volonté de l'État de produire du logement et de l'emploi, et la volonté de l'État aussi d'assurer une sobriété foncière. Si vous me demandez si c'est facile, la réponse est non, bien entendu. Et on doit du coup se réinterroger sur nos modalités d'intervention en re-questionnant le recyclage urbain, en réinterrogeant ce qu'on a nous-mêmes développé depuis les années 80 sur un certain nombre de tissus urbains, ce qui pose du coup la question de la densité. Vous en avez parlé sur le centre-ville du Havre. Nous, typiquement, sur un territoire comme le nôtre, les élus ne sont pas encore totalement, se sont pas appropriés encore la notion de hauteur, de densité. Et donc, cette question de recyclage urbain nécessite une vraie pédagogie, et le numérique, pour nous, est un vrai outil pédagogique. On a, depuis 2015 maintenant, lancé une démarche numérique assez sérieuse en BIM-SIM sur notre territoire. Tous les promoteurs qui viennent faire un projet chez nous le développent en BIM. Tous les maîtres d'œuvre urbains depuis 2017 qui interviennent pour nous sur des projets stratégiques, sur nos projets les plus stratégiques, doivent développer une maquette SIM sur notre territoire, dans la volonté de lier notre SIG à nos maquettes numériques et faire en sorte que les collectivités possèdent une capacité de modélisation, de simulation du recyclage urbain, des projets nouveaux qu'on développe avec eux pour aller vers une appropriation bien plus forte. Ces outils numériques, on les utilise aussi sur la partie concertation, parce que alors là, on a complètement compris que si on ne communique pas correctement via le numérique auprès des citoyens et des usagers d'un territoire, on se confronte à des oppositions extrêmement fortes, et donc il faut qu'on puisse avoir la donnée pour répondre à ces interrogations, à ces questionnements qui émergent dès lors qu'un projet nouveau se développe. Pour faire très vite, deux exemples typiques. On développe sur une ville qui était clairement d'un tissu pavillonnaire avec 2% de logement social, un quartier de 400 logements avec 60% de logements sociaux. Si on n'a pas une capacité d'aller faire des vraies démarches de pédagogie en mettant en place des outils de modélisation numérique pour faire en sorte que les gens chez eux puissent se connecter sur un site et faire eux-mêmes leur modélisation et de comprendre du coup ce que le projet va apporter tant au niveau des services que des usages, le projet aurait été de fait rejeté, et puis ensuite avec les échéances électorales qui approchaient, le projet aurait été rejeté, et aujourd'hui c'est un projet qui est en phase travaux, on commercialise des premiers lots de promoteurs, donc c'est parti. Un deuxième exemple, sur un parc urbain de 15 hectares dans une ville qui était déjà bien équipée, on a lancé une concertation numérique, pareil, où là on a laissé les gens s'exprimer sur des programmes qu'ils souhaitaient, des city-stades, du mobilier urbain, etc., etc., etc. Tout ça, ils avaient un crédit à respecter, donc à chaque fois que si j'achète un skatepark, ça me coûte tant de crédit, si je prends un mobilier urbain, ça me coûte tant de crédit, et on a développé de fait un cahier des charges citoyen qui a été annexé au cahier des charges de la maîtrise d'œuvre urbaine, qui de fait a démontré que la voix des citoyens et des usagers a été entendue et a été prise en compte dans un projet. Donc tout ça pour dire que depuis la volonté politique et de l'aménageur public que nous sommes de faire un projet, de démontrer sa faisabilité, d'aller vers l'appropriation politique de la question de la densité, du recyclage urbain, de la sobriété foncière, on a aussi nous maintenant cette capacité dans notre SIG et nos socles numériques de projets urbains de pouvoir démontrer que la terre pleine est maintenue sur tant de pourcents, qu'on crée de l'espace public, qu'on garantit un certain nombre d'enjeux environnementaux sur nos projets, et tout ça via des indicateurs qui sortent automatiquement du numérique. Tout ça, il y a 5 ans, c'était absolument absent de notre démarche. On était dans une culture assez historique d'aménageurs publics qui développent des projets urbains, et on s'est totalement réinterpellé là-dessus. Dernière chose aussi, il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout avec les collectivités de la notion de coût de fonctionnement et de coût global d'un projet d'aménagement. Ça aussi, c'est totalement nouveau. Aujourd'hui, on est dans une démarche, on a des partenaires comme le CSTB notamment, avec qui on développe des modèles de simulateurs de coût global pour faire en sorte que dès la phase d'avant-projet d'un projet urbain, on puisse donner l'image aux collectivités de ce que ça coûtera en fonction des arbitrages d'investissement sur les phases d'exploitation. On est également en train de travailler avec une ville, Noisy-le-Grand, qui est un territoire d'expérimentation pour nous là-dessus, sur les coûts de gestion des espaces publics qu'on développe dans le cadre des projets urbains pour faire en sorte que les collectivités puissent arbitrer correctement dès la phase avant-projet sur les investissements, parce que
clairement, l'enjeu n'est pas de savoir si l'aménageur va se faire une marge à 3 ou 2% ou 5%. L'enjeu, il est de savoir si la collectivité va pouvoir assumer sur 30 ans les coûts de fonctionnement des aménagements qu'on développe. Et c'est vrai qu'à l'époque de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, il y a 40 ans, quand on faisait des voiries de 40 mètres de façade à façade, 40 mètres sans tramway, hein, donc juste des voiries et de l'espace public avec des pistes cyclables de chaque côté de la voirie, ben on se rend compte aujourd'hui que les collectivités se plaignent quand même des coûts de fonctionnement pour pouvoir entretenir tous ces espaces publics. Donc voilà, c'est une démarche globale qu'on a initiée et qui est clairement une révolution pour nous. Merci Jean-Baptiste. C'est passionnant. Et en fait, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes en avance par rapport à d'autres aménageurs et comment, si vous êtes en avance, comment faire en sorte que ce que vous faites, bah, ça soit pas unique? Alors, j'ai le sentiment d'être en avance par rapport aux autres aménageurs et j'ai le sentiment d'être très en retard par rapport aux besoins. Je considère qu'aujourd'hui, on devrait déjà être en capacité d'avoir des modèles tout à fait établis où mon modèle de coût global, il se lance automatiquement, où mon simulateur de biodiversité, il se calcule automatiquement via une maquette BIM du promoteur. Et aujourd'hui, j'en suis pas là. Je suis en train de développer tout ça via des démarches d'innovation, mais j'y suis pas. Or, si on voulait avoir une démarche globale de bonne prise en compte des différents critères de construction de la ville, on devrait y être. Et deuxième chose, je pense que là, je suis moins un peu en retard sur mon territoire, c'est que j'ai pas encore des élus qui ont complètement compris la notion de densité versus sobriété foncière versus recyclage urbain que d'autres collectivités, je pense, ont déjà appréhendé depuis plusieurs années. Je pense que si j'étais au Havre aménageur, ils ont peut-être pas besoin d'un aménageur comme nous au Havre, mais en tout cas, de toute façon, on est limité à Marne-la-Vallée, mais on a cette question de la densité qui est un vrai sujet. On a, si j'ai encore une minute, je vous donne juste une anecdote. On a voulu faire une expérimentation d'un bâtiment de belle hauteur. 50 mètres, c'est quand même pas, c'est pas un IGH, hein, 50 mètres. Hein. C'était le premier projet aussi haut sur Marne-la-Vallée. Et on s'est dit, avant de déposer le permis de construire, enfin de faire déposer le permis de construire par le promoteur, on va lancer une concertation citoyenne. C'est-à-dire qu'en fait, on a lancé un modèle de concertation numérique, comme un peu le modèle que je vous ai exposé tout à l'heure. Et puis, chaque citoyen ou usager qui se connectait, qui créait son compte, il fallait qu'il soit sur les listes électorales de la collectivité. Ça nous paraissait normal, c'est les citoyens les plus légitimes pour pouvoir voter sur un projet comme ça. Pouvait choisir l'implantation. On avait fait les modèles de simulation des ombres portées du vis-à-vis par rapport à l'environnement de ce projet. Et en fait, on s'est retrouvé confronté à une association bidon qui s'est montée. Enfin, pardon, je suis un peu... c'est enregistré ? Non, enfin, oui. Oui. Bon. Alors, on s'est confronté face à une association qui s'est avérée jamais créée réellement, d'une vingtaine de propriétaires qui avaient tous à peu près les logements avec terrasse en R+5 autour de ce projet, avec un site Facebook qui s'est créé, qui avait à peu près 200 adhérents, enfin, ce qui veut dire juste 10 fois moins que ce qu'on a fait. Et juste pour vous dire, voilà, que avant le permis de construire, on a décidé de lancer cette démarche-là parce que le poids de la décision citoyenne est extrêmement importante et on s'est rendu compte que ce projet n'était pas mûr pour être développé sur Marne-la-Vallée, malgré l'accord politique du maire d'aller sur un projet aussi innovant que ça. C'était pas un projet juste pour faire de la hauteur, c'était un projet qui démontrait que dans le temps, les charges de copro étaient nulles. C'est-à-dire en fait, en fonction de ce qu'on apportait en plus et en moins vers les innovations du projet, en fait, ça coûtait rien aux résidents. Et ben, ce projet-là a pas pu être fait à ce stade dans cette collectivité-là, alors que sur un territoire comme nous, un projet de 50 mètres pourrait être clairement 50 mètres, c'est la tour de la terreur de Disney. Donc on fait pas quelque chose d'atypique sur le territoire. Voilà, mais c'est juste une anecdote. Bon, ben merci Jean-Baptiste. On voit bien que cette mutation urbaine, elle passe nécessairement par une refonte des bâtiments, de la mobilité, des usages, de leur usage, ainsi que les réseaux, avec comme objectif plus de local, et une optimisation des ressources, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des villes et l'inclusion sociale étant au cœur des préoccupations. Alors, je m'adresse aux autres intervenants. Comment, à votre niveau, répondez-vous à ces enjeux et accompagnez-vous les collectivités et des collectivités comme Le Havre, Paris, sur ces mutations? Alors, Sabine, vous êtes la première première foncière d'Europe, avec un parc immobilier très concentré sur Paris et Île-de-France, en immobilier tertiaire et résidentiel. Comment un groupe comme Gecina appréhende cette mutation? Et pouvez-vous nous donner quelques exemples déjà de réalisation?
Oui, merci, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, nous ne sommes pas aménageurs, hein, nous sommes propriétaires. Gecina est une foncière, donc nous sommes propriétaires opérants. Nous possédons un patrimoine immobilier qui est très majoritairement parisien. Ce qui veut dire que nous sommes vraiment, quand nous travaillons dans la reconstruction de la ville sur la ville, nous sommes déjà sur un territoire qui est extrêmement dense. Et donc, nous devons l'envisager de différentes façons. Nous, on considère, et tu l'as évoqué d'ailleurs dans ton introduction, Emmanuel, qu'il y a quelques enjeux clés qui sont ceux de la métropolisation, avec ses impacts en termes de densité, de mutualisation de services, etc., de digitalisation, autre enjeu, et puis celui de l'urgence climatique. Donc, nous, on est vraiment extrêmement drivé par ces enjeux-là. Et donc, effectivement, nous sommes propriétaires de bâtiments existants que nous allons rénover. Donc d'abord, avant de rentrer dans le smart au sens technologique du terme, on a tout simplement un patrimoine qu'il faut rénover et on a cette obsession de le rénover en préservant les ressources. Donc on a une politique de développement durable qui est extrêmement forte et sur laquelle on essaye d'être assez précurseur, que cela concerne les sujets d'économie circulaire, par exemple, c'est-à-dire que si on a tu me demandais des exemples concrets sur l'ancien siège de PSA avenue de la Grande Armée, c'est près de 100 tonnes de matériaux qui ont été recyclés. Là, sur le Mondo, qui est un bâtiment rue de Courcelles, c'est 260 tonnes. Donc à chaque fois, on monte en puissance sur ces sujets-là. Et maintenant, on travaille à voir comment, dans cette préservation des ressources, on peut de plus en plus intégrer des matériaux issus eux-mêmes du réemploi dans nos propres chantiers. Mais on le sait bien, ça nécessite une logistique qui est beaucoup plus compliquée. On a les mêmes thématiques sur la biodiversité, hein, dans le cadre de la préservation des ressources. On fait intervenir systématiquement un écologue sur nos chantiers, s'assurer qu'on ne casse pas des corridors écologiques, etc. Enfin, donc on a cette préoccupation forte. On l'a aussi dans les choix de procédés constructifs. On intègre, enfin chaque agrandissement, rénovation est faite souvent avec du bois, qui permet de travailler aussi dans des milieux comme ça très denses. On a pu construire, j'aime bien cet exemple du côté de Nation, la rue de Saint-Mandé, un immeuble de 14 immeubles dans une cour d'immeubles à l'intérieur d'un immeuble, donc il n'y avait aucun accès et on a pu passer tous les matériaux par les parkings, de par le procédé constructif en tant que tel, où là on est en train de faire une transformation de bureaux en logement, aussi une autre problématique urbaine, sociale, etc., rue d'Arros. Donc tous les agrandissements se font soit à la verticale, soit à l'horizontale. C'est plus de 2000 mètres carrés d'agrandissement dans cette transformation de bureaux en logement qui sont faits avec de la structure bois aussi, parce que plus rapide, structurellement plus léger, etc. Bon. Donc j'insiste là-dessus parce que effectivement on a un produit immobilier qu'il faut. Tu parles beaucoup de l'usage et tu as entièrement raison, mais il y a aussi l'objet immobilier en tant que tel qu'il faut travailler. Et quand on part d'un bâtiment existant, c'est pas si simple. Donc il faut user un peu d'imagination et d'innovation. Ensuite, nous restons propriétaires opérants, ce qui veut dire qu'on a tout le sujet de l'exploitation. Et donc c'est là où dans le sujet de l'exploitation, on va non seulement répondre à ces enjeux environnementaux, mais aussi à ces sujets d'usage et d'expérience utilisateur. Concrètement, on s'est fixé, nous, pour ambition, d'aller atteindre la neutralité carbone en exploitation pour l'ensemble de notre parc immobilier pour 2030. C'est ambitieux. C'est extrêmement ambitieux, mais ça nous semble faisable. Sinon, on n'aurait pas. C'est un défi qu'on souhaite relever. Pourquoi ? Parce que on a constaté que entre 2008 et 2020, on avait réussi à diminuer de 52% nos émissions de gaz à effet de serre en exploitation sur l'ensemble de notre parc, avec une politique très ambitieuse, avec une très grosse accélération ces 4 dernières années. Et donc, on s'est dit qu'on devait être en capacité de faire l'autre moitié du chemin sur les 10 années suivantes. Alors, on sait que c'est plus compliqué. Les derniers mètres, les derniers kilomètres sont toujours plus compliqués, mais en même temps, on peut bénéficier de l'innovation, de la technologie, qui donne aussi d'être un accélérateur pour nous permettre de relever ce défi, d'une part, et puis d'autre part, on va avoir des sujets d'industrialisation, de massification des solutions. Et ça aussi, on a un sujet de méthode, de process, c'est-à-dire qu'on arrêtait de raisonner uniquement un immeuble par un immeuble, mais bien envisager un patrimoine dans sa globalité et des solutions qu'on peut appliquer de façon un peu plus massifiée à l'ensemble de ce patrimoine.
Et puis ensuite, on l'évoquait, évidemment, il y a les expériences utilisateurs en tant que telles, et la destination qu'on veut donner aussi à nos espaces. Parce que structurellement, finalement, et tu l'évoquais tout à l'heure, les espaces commencent à s'hybrider, à se mutualiser, à se partager. Et donc, il faut qu'on arrive à comprendre comment ils sont utilisés, comment on peut leur changer peut-être leur destination, alors je vais pas dire en temps réel, mais de façon peut-être un peu plus souple. Nous, j'en avais lancé par exemple des concours sur l'utilisation des parkings. On voit bien qu'on est en train de faire sortir les voitures des villes. On peut donner des vraies nouvelles destinations au parking. On introduit par exemple de l'agriculture urbaine de plus en plus. On a fait beaucoup d'expériences dans ce sens-là. Dans l'expérience utilisateur, c'est aussi mettre de l'IoT, j'allais dire des web apps, enfin toute une série d'outils qui viennent accompagner nos utilisateurs, non seulement pour leur simplifier la vie, mais pour que nous, on ait aussi une meilleure connaissance de leurs besoins et qu'au fur et à mesure, on arrive à mieux les accompagner dans leur façon de vivre l'immeuble. Et donc, dans ce cadre-là, on a lancé toute une politique, qui était assez nouvelle en 2018, qui s'appelle You First. Alors, on a You First Bureau, You First Résidence, You First Collaborative, You First Campus, parce qu'on a aussi des résidences étudiants, où là, finalement, on donne toute cette dimension de l'usage et de je ne suis plus uniquement un propriétaire foncier qui loue des mètres carrés, mais je suis un détenteur de lieu de vie qui va proposer des expériences à des utilisateurs qui peuvent avoir des profils variés et des profils qui peuvent ou des besoins en termes d'usage qui vont évoluer dans le temps. Et donc pour aller dans le sens de ce qu'on disait, là j'ai besoin du coup d'informations et ça donne une place très importante à la data, à la connaissance. Donc c'est comment je capte de l'information pour accompagner les utilisateurs, comment j'innove, que ce soit du coup à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle effectivement des technologies, et puis surtout comment je m'intègre dans le territoire, parce qu'on parle de ces usages, de ces besoins, etc. Je vais pas tout intégrer dans mes propres immeubles, mais je vais l'intégrer dans un écosystème local. Et là, on se rend bien compte que mes réflexions doivent être totalement holistiques et dans tous les sens du terme. Donc, que ce soit une interopérabilité des données, que ce soit au niveau des données, que ce soit les écosystèmes locaux déjà intégrés dans le territoire, qu'on puisse travailler en cohérence avec les actions locales des élus locaux ou d'autres partenaires d'ailleurs privés, je sais pas, restaurateurs, enfin des serviciels, etc. qui sont autour. Donc l'immobilier, je trouve globalement est un objet qui s'ouvre. Avant, on était sur un objet fermé sur lui-même avec ses usages et qui s'ouvre complètement, qui devient totalement poreux. Alors, on l'évoquera avec probablement un peu plus tard aussi. Les contraintes peuvent être aussi des contraintes parfois juridiques et techniques pour mettre en œuvre. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure, ça va pas assez vite, on fait tout différemment sauf l'immobilier. C'est pas forcément que de la faute des acteurs de l'immobilier. On a aussi parfois quelques contraintes juridiques aussi qui sont compliquées. Et puis peut-être un dernier point, je voudrais relever notamment par rapport à ce que disait Jean-Baptiste et que tu évoquais aussi. Enfin, je pense qu'un des principaux freins aux difficultés, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment d'être en avance et d'être en retard en permanence. Les technologies vont très vite, l'expression de besoins, on est dans des besoins de consommation immédiate, etc. Donc on a une vitesse dans l'expression de besoins, une vitesse dans les nouvelles technologies et une difficulté à embarquer, parce qu'on reste au niveau des ressources humaines, les montées en compétences des collaborateurs, même pour les usagers, la capacité à s'approprier des nouveaux outils, etc. On peut avoir conscience de là où on veut aller, de là où on veut mener une industrie, mais il n'empêche qu'il y a quelques inerties. Et pour moi, c'est ce qui va être intéressant de lever ensemble pour arriver à cette troisième révolution urbaine dont tu parles. Merci Sabine. Ouais, c'est très intéressant et je pense que dans la salle, il y a Alexandra François-Cusa qui était ex-présidente de la FPI et qui est à l'origine de l'Urbanilab. Et je pense que ce que tu viens de dire, ça lui parle parce que
effectivement comment passer ces messages et aller vite et faire en sorte que tout le monde progresse en même temps. Effectivement, il faut des outils numériques et des outils numériques qui touchent toutes les parties prenantes. Il y a toujours, à mon sens, ce juste équilibre entre l'accompagnement numérique et l'accompagnement humain. Exactement. Et qui n'est pas toujours Pas simple, évident hein. à Surtout trouver. aujourd'hui. Ouais. Et qui est en plus pas statique. Ouais. Alors, François, vous êtes le premier acteur immobilier en France, de l'immobilier en France. Quelles sont les grandes ruptures on parle de changement de modèle, quelles sont les grandes ruptures dans vos métiers de promoteur, de bailleur, d'aménageur? Sabine a parlé d'hybridation des espaces, de bâtiments, des résidentiels. Comment répondre au mieux aux enjeux de mixité d'usage, et ceci à l'échelle locale? Bonjour Emmanuel, merci pour ton invitation de manière plus générale pour avoir organisé avec la SBA ce très bel événement. Merci beaucoup à Monsieur le maire pour son accueil sur le Havre. J'ai le plaisir et la chance d'être né en Normandie, donc je suis très très content d'être là. Et je voudrais commencer par répondre sur le fait que, en fait, le plus important, me semble-t-il, c'est notre capacité à travailler tous ensemble. Et alors, ça me fait plaisir de le dire aujourd'hui quand on regarde ce qui est fait en ce moment sur l'axe de Seine et sur ce qui se passe entre Le Havre, Rouen, Vernon, Paris. Oui, bien évidemment, nous, acteurs de l'immobilier, on a envie de venir travailler sur le territoire. On a envie de venir travailler sur ce territoire et puis on a envie de dire aux investisseurs, dont Gessina fait partie, qu'il ne faut pas qu'ils investissent qu'à Paris, que c'est intéressant qu'ils viennent travailler à nos côtés sur ces territoires-là. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour le faire, il faut qu'on puisse travailler ensemble. J'ai fait 14 ans de ma carrière dans la fonction publique centrale, en administration centrale et en administration territoriale. Je ne crois pas un seul instant que l'aménageur ou le promoteur jouera le rôle d'un élu. Nous, on doit rester très humble par rapport à l'aménagement territorial. Celui qui décide de l'aménagement territorial, c'est celui que vous avez choisi, pour qui vous avez voté. Donc quand nous, on arrive dans un territoire, on peut s'inclure dans la politique territoriale portée par vos élus. On peut les aider, on peut les conseiller, mais on peut surtout pas et jamais la faire à leur place. Alors, dans cette dynamique-là, nous, effectivement, on est un conseil parmi d'autres, comme mes amis d'EDF, comme l'ensemble de la communauté des promoteurs, bâtisseurs, BTPistes, facility managers. Donc, effectivement, notre responsabilité, c'est d'essayer d'apporter des nouvelles solutions, et ces nouvelles solutions, bien évidemment, sur nos deux métiers, celui d'aménageur et celui de promoteur, on les trouve à partir d'acronymes dont on a déjà parlé un peu ce matin. Alors en tant qu'aménageur, effectivement, la révolution viendra ou vient de ce qu'on appelle le SIM, donc cette capacité de réfléchir au côté numérique de cette ville, mais d'une ville dont nous, on ne souhaite pas qu'elle soit effectivement une ville contrôlante. L'idée n'est pas d'aller enfermer les libertés individuelles dans des grandes bases de données. Néanmoins, je crois qu'on a cette responsabilité de dire aux gens que le monde change, et tu as essayé de le faire ce matin, et que on ne vivra pas sans le numérique. Je rappelle à ceux qui l'oublieraient que une des premières bases de données mondiales, c'est celle qui a été construite par le clergé, repris par Napoléon, ça s'appelait l'état civil. Et c'est ce qu'a fait la force et la puissance de l'administration française. Nous avons mis en place l'état civil, nous avons créé une administration qui, grâce à cet état civil, a réussi à développer de la croissance et de la valeur. Donc, n'ayons pas peur du numérique. Le numérique poursuit effectivement cette trajectoire-là, et donc dans nos métiers à nous d'aménageurs, bien évidemment, le numérique est important. Il est important parce que, en temps réel, il va nous permettre, via des solutions technologiques, d'échanger sur effectivement l'impact qu'on va avoir sur le territoire. Impact sur les populations, impact surtout, et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est vraiment un cheval de bataille, impact sur l'écologie. Est-ce qu'on touche à l'hydrométrie? Est-ce qu'on va avoir un effet sur les sols? Est-ce qu'on touche à certaines espèces qui sont présentes, espèces bien évidemment faune et flore? Voilà. Et donc dans tous ces sujets-là, avec Nexity Villes et Projets, Nexity Foncier Conseil, à l'échelle de l'aménagement territorial, on essaye d'amener des solutions, et vous pourrez sur notre stand notamment voir un certain nombre d'outils qu'on développe, notamment un projet qu'on porte très fort qui s'appelle Natura City et un projet qui s'appelle Bionatics, qui sont deux projets qui essayent d'utiliser justement toute la data disponible, qualité de l'air, etc., pour aider à mieux construire la ville et à prendre en compte cette dimension végétale dans l'ensemble des productions qu'on va faire. Et puis en tant que promoteur,
où là on travaille moins à l'échelle du quartier, peut-être plus à l'échelle d'un bâtiment, même si bien évidemment ce bâtiment il s'inscrit dans un quartier. C'est le BIM, effectivement, qui crée cette rupture. Et il est important pour nous pour deux raisons. On est aujourd'hui le premier promoteur français en construction bois. On a construit les plus hauts bâtiments, notamment à Nice, qu'on puisse trouver. Et il faut que vous compreniez que quand on construit en béton, on fait du sur-mesure. Mais quand on construit en bois, on ne fait pas du sur-mesure. On ne va pas planter un arbre et puis le couper pour pouvoir construire notre bâtiment. Ça veut dire que quand vous construisez en structure bois, c'est un Lego que vous construisez. Donc ça veut dire qu'il faut des plans. Et ces plans-là, vous les construisez grâce à vos maquettes BIM. Donc, si on veut faire plus de construction bois, il faudra plus de numérique. Et ça, c'est une obligation. Donc, on y est déjà et on en fera de plus en plus. Et puis, dans le fonctionnement ensuite du bâtiment, et Sabine en a parlé, et on travaille avec Jessina aussi sur ces sujets-là, bien évidemment, on doit faire des bâtiments qui soient plus sobres, qui consomment moins. Et là encore, le numérique va nous y aider, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, on pourrait se dire que mettre beaucoup de numérique, c'est consommer beaucoup d'énergie, mais on vient de sortir, nous, un bâtiment qui s'appelle le 2226, enfin, qu'on appelle le 2226, qui est un bâtiment dans lequel il n'y a plus aucune production d'énergie pour le chauffer. C'est un bâtiment qui en fait, fonctionne de manière autonome, et il le fait grâce à un cerveau numérique qui va monitorer un certain nombre d'aérations dans le bâtiment pour que, quelle que soit la période de l'année, on ait toujours une chaleur, on va dire, qui soit correcte dans le bâtiment et sans qu'on ait consommé d'énergie pour cela. Voilà, donc le numérique présent dans l'aménagement, le numérique présent dans la construction, c'est important pour nous. Bien évidemment, je répète, on arrive avec beaucoup d'humilité parce qu'on a tout à fait conscience que nous, comme les autres, on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je suis, moi, personnellement convaincu que c'est main dans la main avec la puissance publique, donc les politiques et les aménageurs, les sociétés d'économie mixte, les SPL, qu'on arrivera à faire ça. Et je suis très content, on travaille aussi pas mal avec les PAMARN, d'avoir pu écouter les PAMARN ce matin parce que ils font des choses formidables et on a la chance de pouvoir y participer à leur côté. Et puis enfin, je vous invite à aller découvrir bientôt au Havre la réhabilitation de la caserne sur laquelle Nexity a travaillé. Ça va être quelque chose de formidable et c'est livré bientôt. Bon, tu nous reparleras de ça tout à l'heure. Merci François. Donc on a parlé bâtiments, on a parlé aménageurs urbains, mais au centre il y a notamment les infrastructures. Et tout à l'heure effectivement, je me suis permis de parler d'infrastructures, de l'hybridation ou l'hybridité des infrastructures. En fait, pour répondre aux enjeux actuels, on se rend compte que rien n'est immuable. C'est pas parce que effectivement on a pris des décisions il y a 200 ans sur l'eau ou 150 ans sur l'électricité, qu'aujourd'hui on devrait rester sur ces mêmes modèles. On va vous écouter justement à la fois chez Rezad Dagnard, qui représente EDF ici, et puis mon ami Raled, qui est plus une start-up autour de l'eau. On voit bien que c'est en train de changer. Alors d'abord, chez Rezad, l'énergie est au cœur de cette transition, on voit bien. Et avec le déploiement des ENR et de la mobilité électrique qui s'invite dans le bâtiment. On reparlera tout à l'heure à ce sujet, mais la mobilité s'invite dans le bâtiment. Elle en a été sortie au début du XXe siècle. Et là, elle revient, parce qu'elle devient électrique, elle revient dans le bâtiment. Et elle devient potentiellement un vecteur de stockage d'énergie. On parle depuis peu d'hybridation des réseaux d'énergie avec des nanogrids, des microgrids, en complément des smart grids. Est-ce une tendance de fond? Et alors que le réseau énergétique en France est aujourd'hui très centralisé, quelle est la position de EDF, une entreprise comme EDF, pour accompagner cette hybridation des réseaux? Et comment peut-elle être opérée? Et à quelle échéance de temps? La mutation annoncée de la mobilité vers l'électrique est-elle un vecteur d'accélération de cette mutation, sachant que c'est des échanges très courtes? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation par la SBA. Merci beaucoup Emmanuel. Avant toute chose, avant de commencer, ce que je souhaitais dire en introduction, très rapidement, c'est que EDF en Normandie, c'est plus de 8000 salariés. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc c'est un gros employeur. On travaille énormément sur les bassins d'emploi tels que le Havre et donc
Donc aujourd'hui, je suis un petit peu la locale de l'étape et j'en suis bien ravie. Et bien entendu, avec nos filiales de spécialité qui sont parmi nous aujourd'hui, telles que la CRAM, qui est ici sur le Havre, entreprise familiale, sur les réseaux de chaleur, mais aussi sur les aspects énergétique, IoT et sur le bâtimentaire et d'Alka Smart Building également. Donc, on tâche d'être très très prégnant sur les territoires et travailler en ancrage total auprès des services de la collectivité. Et ça, c'est important de le dire. Alors, c'est aussi en quelques chiffres EDF en Normandie. Donc, c'est 2 milliards d'euros reversés chaque année à la région. Donc c'est pas négligeable, une belle somme, et on a tendance à le dire en interne. Donc la Normandie, c'est l'endroit où on investit le plus au monde. Donc c'est vraiment un territoire d'énergie, et donc ça je souhaitais le poser en amont. Pour revenir à la mobilité électrique, donc le groupe EDF notamment globalement et en Normandie que je représente aujourd'hui, c'est un architecte assemblier des différents savoir-faire du groupe, que ce soit dans la R&D, et donc on revient aux écueils de la SBA sur le numérique, sur l'IoT, sur le BIM, le SIM, etc., mais aussi sur l'aménagement du territoire. Il faut de la soutenabilité du réseau électrique, que ce soit dans la basse consommation ou dans ou plus élevée, et donc nos filiales spécifiques telles qu'Enedis ou RTE sont bien sûr là pour veiller justement à l'adéquation de l'offre et des besoins de nos clients, que ce soit sur l'ensemble de la chaîne de valeur et les différents segments spécifiques de clientèle, puisqu'on va être du particulier jusqu'à l'industriel, en passant par les collectivités, etc. Donc voilà, donc ça c'est assez important de l'avoir en tête aussi. Et sur la soutenabilité du réseau, ce qui est important, c'est les gros investissements qui sont faits chaque année. Donc c'est des échanges énormes et spécifiques avec les collectivités locales, ce qu'on va appeler les AODE, donc les concédants avec lesquels on travaille au quotidien, j'allais dire, vraiment au jour le jour avec nos équipes, notamment en Normandie et en France entière, et pour bien être à l'écoute de ces collectivités et bien comprendre leurs enjeux de développement et d'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, au Havre, on travaille bien entendu, vous l'avez évoqué, Monsieur Gastine, sur le TIGA, Territoire Innovation Grande Ambition, et sur le Smartport, avec lequel on a beaucoup d'échanges avec la collectivité et l'écosystème global, que ce soit Synerzip ou l'ensemble des industriels locaux. Donc oui, l'usage est important. L'usage, et la réintroduction de la mobilité électrique, hydrogène également, et aussi de l'autoconsommation, qu'elle soit collective ou individuelle, autoconsommation par les ENR, donc les panneaux solaires sur toiture, ombrières, etc. Donc on autoconsomme soi-même, et du coup on est en production décentralisée ou production locale d'énergie. Donc là, certes, il y a les grandes unités de production que l'on a en Normandie. On a trois grosses, Flamanville, Panly-Palluel, trois grandes centrales nucléaires. Et donc l'objectif aussi, c'est de voir un petit peu de quelle façon on peut réaménager tout ça pour pouvoir répondre à ces enjeux spécifiques de la mobilité électrique qui tend, bien entendu, à fortement évoluer, puisqu'il y a des ambitions fortes et chacun veut avoir son véhicule électrique ou en deuxième véhicule. Et on peut aussi parler également, notamment dans l'usage et dans l'économie de la fonctionnalité, de l'aspect aussi autopartage dans le véhicule, que ce soit dans un véhicule léger ou dans des transports communs. Là, on est réellement dans l'autopartage, dans le collectif. On revient un petit peu à ce qu'évoquait François. Donc, l'objectif aussi, c'est de travailler tous ensemble pour pouvoir aménager globalement le territoire, le bâtiment, et répondre à ces enjeux de transition écologique et numérique. Merci, cher Azad. Bon, mais évidemment, on voit que on va quand même vers cette notion de local. Mais c'est un vrai enjeu parce qu'il y a les énergies renouvelables. On parle aussi de microcentrales nucléaires. C'est un sujet. Il faut pas le nier parce que c'est aujourd'hui, quand on parle infrastructure, énergie, c'est des visions à 20 ans, 30 ans. Et a priori, c'est une évolution qui est pas du tout utopique, sur laquelle la Californie, la Chine se met. Et donc, je pense que ça aussi, c'est intéressant à prendre en considération. Et est-ce que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour chez vous, sans trahir de secret?
Oui, complètement. On y travaille globalement justement à l'étranger. Donc via notre R&D, hein, donc la recherche et développement qui est en France et notamment en Île-de-France. Donc on accompagne les infrastructures plus petites qui sont développées aux États-Unis, en Chine, etc. Ouais. Mais aujourd'hui pas encore en France. Pas encore en France. Mais nos salariés sont à l'international sur ces sujets, oui, complètement. D'accord. Bon. Après, il y a d'autres technologies, hein. Moi, je sais que pour discuter régulièrement avec Sherazade, elle réfléchit beaucoup sur l'hydrogène, sujet qui nous Ouais. intéresse énormément, puisque bien évidemment, c'est aussi une des énergies décarbonées qui devrait permettre demain de faire fonctionner différemment les villes et les bâtiments. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est clair. C'est clair. Oui. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on parle hydrogène, on va parler tout de suite mobilité lourde, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le bâtimentaire, et ça c'est important de l'avoir aussi globalement en tête, et se dire que en plus sur le Havre, hein, donc un carrefour assez intéressant qui permet aussi d'expérimenter des POC. Ça nous permet aussi de travailler en adéquation avec l'ensemble de l'écosystème local, donc des industriels aussi, et sur l'aménagement global de ce territoire qui nous paraît complètement opportun au développement de l'hydrogène. Et notamment, on a la chance aussi d'avoir cette ville-port sur l'axe Seine jusqu'à l'Île-de-France, jusqu'à Paris. Donc l'axe Seine est un point fort aussi des deux régions Île-de-France, Normandie, d'ailleurs dans les Hauts-de-France, qui permet de rejoindre les grands ports maritimes et pouvoir développer cette technologie via... Alors, pour EDF, c'est via l'électrolyse, donc via l'eau et décarboner avec nos centrales nucléaires notamment, quoi. D'où le lien avec la partie nucléaire, c'est que le CEA a fait des travaux tout à fait remarquables avec un certain nombre de brevets. Donc la France, sur ce sujet-là, est quand même très en avance aussi, en tout cas en capacité de faire. Maintenant, à nous, les industriels, de se mettre autour d'une table et puis de rassurer le politique sur le fait qu'on peut faire des bâtiments qui fonctionnent à l'hydrogène, même si, et tu parlais de réglementation, il faut qu'on arrive à faire bouger la réglementation parce que l'hydrogène a beaucoup été pensé pour l'industrie ou la micro-consommation, alors même que c'est, de mon point de vue, et le rapport du GIEC en parle très bien, hein, une des énergies d'avenir pour alimenter à minima 20 à 30% de l'ensemble du parc immobilier dans les années qui viennent, si, je répète, on arrive à adapter la réglementation et rassurer les populations sur le fait que non, un bâtiment qui fonctionne à l'hydrogène, ça n'explose pas lundi matin pendant le SB été Summit. Non, mais c'est clair que l'hydrogène devient effectivement un maillon de la transition énergétique, un maillon très important, puisque c'est quand on sait inévitablement qu'on va aller vers beaucoup plus de stockage local pour notamment lisser l'énergie. Et forcément, la stocker de l'énergie, c'est mieux de la stocker avec de l'hydrogène. Donc après, il faut voir l'échelle. Mais une très petite question, c'est est-ce que tout à l'heure je parlais de communs, est-ce que justement ça peut faire partie des communs? Complètement, et je pense même au petit film, au beau film d'ailleurs qu'on a vu en amont en introduction, que tu nous as montré. On peut aussi travailler sur du data center qui permet du stockage. Et pour revenir à la question initiale sur la mobilité électrique, on travaille également et on le fait, on le développe fortement en Normandie aussi sur le V2G, Vehicle to Grid. Donc ça permet de réinjecter aussi de l'énergie et la batterie du véhicule électrique devient une véritable batterie de stockage, quoi. Hein. Et ça aussi, on l'utilise pour réinjecter sur le réseau. Et à côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut réutiliser aussi ces batteries en seconde vie, des véhicules. Alors on va parler Renault, parce que Renault est prégnant aussi en Normandie, donc sur des Zoé, on travaille énormément sur la réutilisation des batteries des anciens véhicules Zoé, et notamment sur les data centers aussi, quoi. Hein. Et le data center devient vraiment aussi un point d'ancrage spécifique à l'aménagement du territoire, et peut-être intégré sur le bâtiment complètement, comme on l'a évoqué, comme on l'a vu sur le film. Alors, et puis après j'arrête, mais ça va rejoindre un peu la question que je poserai ensuite à Raled, c'est que du coup on voit bien cette hybridation avec local décentralisé. Et donc, es-tu aussi convaincu que demain on va aller vers un double réseau, courant continu, courant alternatif? On est sur le courant alternatif aujourd'hui, mais on voit bien qu'avec la mobilité électrique, avec le stockage hydrogène, avec les énergies renouvelables, on intègre de plus en plus une production en courant continu, du stockage en courant continu, et la globalité, enfin une grosse partie des sources fonctionne en courant continu. Donc est-ce que là tu vois aussi une source
d'évolution de la distribution électrique en France et dans le monde. Oui, 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 complètement. Bah là, comme je l'évoquais tout à l'heure, on y travaille aussi avec notre R&D, hein, donc c'est des chantiers assez colossaux parce que ça va aussi changer la façon Rien n'est de. immuable. Oui, 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 complètement. Je pense qu'on est plutôt ici dans l'action et dans le mouvement, et c'est très bien. Et donc tout ça, ça change aussi la réglementation. Donc c'est pas anodin. Et puis il faudra aussi travailler avec les fédérations du bâtiment, etc. Hein, tout cet écosystème existant et les aider à être dans la pédagogie pour qu'ils évoluent aussi sur ces aspects-là, quoi. Ça me paraît aussi Merci pour important. cette réponse claire. Alors, Khaled, c'est quelqu'un que j'ai découvert à Nevers, au Civim, organisé par Denis Thuriot, qui sera là ce soir. Et tu portes une vision différente de la gestion de l'eau, sachant que le réseau central, ou la centralisation des réseaux d'eau, ça date de 1800, je crois. Tout à fait, ça date de 1800 avec la ville de Glasgow. Et donc, on voit aujourd'hui que la problématique de l'eau est au centre des transitions, comme l'énergie, et qu'on a un vrai sujet qui s'accélère du fait du dérèglement climatique, avec le ruissellement de l'eau. C'est-à-dire qu'effectivement, on a à peu près les mêmes quantités d'eau qui tombent en France, mais le problème, c'est que c'est des grosses quantités qui ruissellent et qui n'imprègnent pas aussi bien les nappes phréatiques. Et on a des risques effectivement de pénurie d'eau. Il y en a déjà. Je crois que c'est l'eau de cette année qui est en pénurie. Puis on voit aussi qu'il y a une problématique très forte. J'en ai parlé avec Dominique Alba qui est d'accord de réseau avec des pertes de 20 à 50% de l'eau potable dans les réseaux urbains. Donc, tu apportes ou tu as réfléchi sur une solution et je voudrais que tu nous en parles et que tu nous parles de ce constat de l'eau. Je pense que c'est fondamental. On est là pour repenser. Déjà, merci pour l'invitation, Emmanuel. Donc, effectivement, l'eau a toujours été un petit peu considérée comme le parent pauvre du bâtiment et considérée comme une utilité. On tire un réseau et puis voilà. Mais je voudrais revenir un petit peu aussi sur l'historique parce qu'on a beaucoup parlé d'histoire, de l'histoire de la ville. Mais toutes les villes se sont développées autour d'une source d'eau ou à proximité d'une source d'eau. Vous ne verrez jamais une ville qui s'est développée ou qui a connu un énorme développement sans cette ressource. L'eau a aussi joué plusieurs rôles. Hein. Ça a été un liant social. Donc on se rejoignait au niveau du puits. Et puis c'était aussi un élément de négoce. Hein. À Venise, les propriétaires, il y avait des riches propriétaires qui avaient des puits. Et ces puits-là, en fait, servaient de monnaie d'échange et puis également de fidélisation des différents clients. Donc l'eau a été un vecteur, un accélérateur du développement de certaines villes, comme Petra à une certaine époque, ou comme Glasgow plus récemment, hein, on en a parlé. Mais également, ça a été un accélérateur du déclin de certaines villes, comme Rome, lorsqu'il y a eu les invasions goths de Goths au VIe siècle. Donc, l'eau a toujours été un défi pour le développement d'une ville. Mais ce défi a évolué. Les enjeux de ces défis ont évolué. Au départ, ça a été la sécurisation. On a voulu sécuriser l'eau. Puis ensuite, ça a été son acheminement. Après, ça a été la sécurité. Sanitaire. Pardon ? Sanitaire, exactement. Donc, sécurité sanitaire. Et aujourd'hui, le grand défi d'aujourd'hui, c'est la préservation de la ressource. Bon, pour faire de la physique très simple, la quantité d'eau qu'il y a sur Terre n'a pas évolué depuis des millions d'années. Moi, j'aime dire à mes enfants qu'on boit du pipi de dinosaure. Et ça les fait beaucoup rire. Et effectivement, on a la même quantité d'eau sur Terre. C'est juste que la quantité d'eau disponible à proximité des villes diminue. Quelles en sont les raisons ? Le réchauffement climatique, un dérèglement du grand cycle de l'eau. Et à côté de ça, le petit cycle de l'eau. Donc, qu'est-ce que le petit cycle de l'eau ? C'est tous les usages qu'en font les êtres humains. Le premier, c'est la production d'électricité via les centrales hydroélectriques. Ensuite, il y a l'agriculture, l'industrie, les usages industriels et les usages humains, classiques, urbains, à la maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce modèle-là, il est construit sur un modèle très centralisé. On a une usine de potabilisation,
un réseau d'eau, des consommateurs, un tout à l'égout, une station d'épuration, un rejet en milieu naturel. Le temps est fini. Plus que, bon, mais c'est vous, Monsieur le Président, qui décidez. Écoute, mais non, nous non, mais avons on se plein donne encore d'ateliers, 10 plein de minutes, choses. alors 10 minutes. Hein, Ah, 5 minutes. Hein. ouais, Bon, ok, parce que... Ouais. Voilà. Vas-y, alors. Allez. Donc, je finis rapidement. Ce Ouais. modèle-là, très centralisé, ne permet pas de faire des boucles de réutilisation. Ou alors, ce sont des boucles de réutilisation qui sont proches des stations d'épuration et donc on est très limité dans l'espace. Et donc l'idée, c'est de rapprocher le traitement en décentralisant le traitement et le rapprocher du bâtiment ou du quartier. En faisant ça, on peut discriminer les besoins. Parce qu'aujourd'hui, sur la quantité d'eau qu'on utilise tous les jours, et en moyenne, c'est 330 litres par foyer en France, par jour, on n'en utilise que 7% pour la boisson et l'alimentation. C'est énorme, c'est une différence. Exactement. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne paye pas le vrai prix de l'eau, de la potabilisation, parce que avec les normes qui sont de plus en plus complexes, on parlait de la réglementation tout à l'heure, c'est de plus en plus complexe. Donc, avoir toute cette quantité d'eau qui a une uniformité, à une époque, ça avait un sens. À l'époque où on considérait que la ressource, elle était infinie. Mais aujourd'hui, c'est une ressource qui est plutôt finie, et donc il faut rapprocher le traitement pour discriminer en fonction du besoin, créer des boucles de recirculation pour diminuer la pression sur le réseau actuel, et ça a un effet en chaîne, hein. C'est-à-dire que si vous voulez le développement économique d'une ville, si vous voulez la réindustrialisation également, il vous faut de l'eau. Il y a 95% de l'industrie manufacturière a besoin d'eau. Donc, on parle d'agriculture urbaine notamment, donc. Exactement. Puis aussi, il y a le réchauffement des villes, donc il faut de la brumisation. Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer ces boucles pour diminuer la pression, et ensuite, ça permet également d'accélérer le développement économique d'une ville. Donc, tout ça, c'est lié finalement. Merci. On voit qu'en fait, on a un énorme chantier pour penser les bâtiments, la mobilité, les infrastructures, l'aménagement du territoire. C'est formidable. C'est formidable. Et on voit qu'en fait, il y a un point commun. Bien sûr, c'est les usages, c'est nous humains, mais c'est la donnée aussi, parce qu'effectivement, on voit bien que tout ça, on peut le mener que si on a accès à une donnée centralisée, locale, maîtrisée, sécurisée. Tout à fait. Rapprocher aussi, donc rapprocher le traitement, c'est aussi à obtenir de la data, quelque chose de beaucoup plus fin. Et tout ça, c'est possible aussi grâce à la data. Bon, alors je vois qu'on n'a pas de conclusion. Ah ben, on a au moins, si on est super confort, on a au moins 30 secondes de conclusion. Par chacun. Ah non, chacun c'est 14 secondes. La phrase qu'il fallait absolument pas. Voilà, 14 secondes. Allez, c'est parti. François. Alors, en conclusion, et de manière très rapide, moi je pense qu'on a besoin que l'État nous nomme un préfet, alors vous allez dire toujours la puissance publique, on a besoin que l'État nous nomme un préfet pour nous mettre tous autour d'une table et définir les formats d'API, donc les formats de données qui vont faire qu'on va pouvoir progresser ensemble. Il y a 2 réformes qui ont été faites comme ça en France, sur la facturation, ça s'appelait Chorus, sur la dépénalisation du stationnement, malheureusement pour nous tous, et on voit que les résultats sont bons. Donc, si on veut progresser ensemble, il faut qu'on partage nos données. Il faut que moi, ce que je fais dans le bâtiment, je vous le donne, et que celui qui travaille sur l'eau, celui qui travaille sur l'électricité, le partage. On a tous cru que c'était l'or noir et qu'on allait gagner de l'argent grâce à ça. C'est une erreur. Il faut qu'on partage cette donnée, et pour le faire, il faut que ce soit la puissance publique qui organise ce partage de la donnée. Mesdames et messieurs, François Desgardins, on peut l'applaudir également et le remercier. Merci François. Et pardon d'être le censeur public, mais vraiment. Juste, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est un sujet sur lequel la SBA travaille avec R2S Connect, et je vous invite à assister à l'atelier R2S Connect qui justement définit ces API. Merci. Allez, suite des conclusions, c'est parti. Oui. En 14 secondes et demie, parce qu'on est généreux. Non, très rapidement, Emmanuel a parlé tout à l'heure de la gouvernance de la gouvernance de la donnée jusqu'à la gouvernance de la société. À mon sens, nous, en tout cas, alors si je parle de la société, l'entreprise, je pense que ça nous permet de capter de nouvelles informations qui améliorent non seulement notre relation client, mais aussi notre prise de décision. Donc, je voulais faire juste un point sur le lien entre le financier et l'extra-financier, c'est-à-dire ça nous permet de capter de l'information qui nous dit quelles sont les nouvelles créations de valeur, qui sont des créations de valeur qui ne sont pas que financières, et on est en capacité
en capacité de les mesurer. Et cependant, je voulais aussi faire un autre point. Je suis une ancienne élue locale et je dis attention, la data, très bien, mais faut aussi que ça réponde à des besoins fondamentaux, me semble-t-il, qui sont toujours, quand on est élu, on demande toujours une place en crèche, un job, un logement. Enfin, ça reste quand même les fondamentaux. Donc c'est bien la technologie, la data, mais qu'elle reste aussi au service des grands fondamentaux des citoyens, des concitoyens de la ville. Mesdames et messieurs, Dominique Alba, directrice générale. Non, Sabine Desnaux. Pardon, Sabine Desnaux. parce que voilà, ben, moi voilà, à force de me, voilà, pardon, à force de me, voilà, à force de me, voilà, pardon, mille excuses. À force de vouloir aller vite, on fait des bêtises. Ça va être rapide, ça va être très rapide. Rapidement, je pense à des mots-clés tels que collectif, réseau, énergie, hydrogène, data, soutenabilité, pilotage du bâtiment aussi, on l'a pas évoqué, mais important aussi. Et donc tout ça, travailler tous ensemble, je pense qu'on arrivera à construire la ville qui va bien avec les élus locaux. Mesdames et messieurs, Sherazade Deniard, directrice territoire, je sais pas trop, je fais attention maintenant. Allez, suite des conclusions, 14 secondes. Oui, pour construire la ville, il faut qu'on puisse être en capacité de lier la mobilité, le climat, la nature, la cohésion sociale et territoriale, la santé. On n'a pas parlé beaucoup de RGPD dans cette table ronde, donc du coup, je vais finir ma conclusion en disant que une gouvernance de données interopérable et sécurisée par la RGPD, on arrivera correctement à avancer ensemble. Un grand merci, mesdames et messieurs. Jean-Baptiste Ray. Allez, la conclusion, votre conclusion. Donc pour moi, la conclusion, c'est vraiment qu'il faut intégrer dans cette réflexion également le citoyen, les pouvoirs publics et le secteur privé, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Et il faut faire en sorte que le citoyen change de rôle, qu'il ne soit plus considéré comme un consommateur ou un client, mais comme un consommateur et un vrai acteur du changement dans la ville. Donc, on a pu voir, par exemple, une application comme Yuka, quand un citoyen est éclairé, il peut faire bouger les choses de façon très forte. Mesdames et messieurs, Khaled Al-Mezayen, président d'Innovaya. La pré-conclusion. Oui, non, mais très rapidement, moi je reprendrai ce qu'a dit François au tout début de son propos. Il a dit que pour avancer dans la bonne direction, il fallait avancer ensemble et travailler ensemble. On y est très attentif ici au Havre. Vous avez eu l'amabilité les uns et les autres de dire ce que vous faisiez ici avec nous. On est très attentif au travail partenarial. Smart City, c'est 80 partenaires, c'est 20 projets favoyés. Et on va essayer de s'efforcer de continuer. Ça nécessite de faire un effort très régulier pour se réunir ensemble, pour partager ensemble sur nos projets respectifs et faire avancer tout ça dans l'intérêt des gens, et on va continuer comme ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Jean-Baptiste Gastine, adjoint au maire du Havre, chargé de l'urbanisme et de l'environnement.